Maintenant, quel est mon conseil? Voici ce que je conseille. Toi, tu es un jeune, tu as fini tes études, ta formation, tu as un salaire fixe, tu as déjà la solvabilité qu'il faut. Achète-toi 1, 2, 3, 4, 5 appartements que tu mets en location en tant étant locataire. Je ne suis pas en train de te parler ce que j'ai entendu, bien j'ai lu quelque part. Je ne sais pas ce que moi-même j'ai fait. J'ai été locataire longtemps, j'ai été bailleur longtemps avant, étant locataire avant de me décider d'acheter ma résidence principale. Donc c'est très important puisque tu utilises ces appartements-là comme réserve. Pendant que tu achètes les appartements, tu mets en location, les locataires t'aident à rembourser les dettes que tu as prises, n'est-ce pas, pour ces biens-là. Même s'il faut que chaque mois tu injectes un certain montant dans ces investissements pour que ça fonctionne, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Oui, mais pourvu que les investissements fonctionnent, tu profites des avantages fiscaux, tu profites de l'inflation qui rase ta dette carrément. L'inflation, à cause de l'inflation, tu augmentes le loyer. À cause de l'inflation, ton bien immobilier prend en valeur. Donc, tu profites de l'inflation, tu profites de l'augmentation de la valeur de ton bien. Tu profites de l'effet de levier parce que tu utilises un petit montant pour les frais supplémentaires pour l'acquisition et la banque finance le bien. Et du coup, tu profites de l'effet de levier et en utilisant le capital, les capitaux étrangers, les capitaux de la banque. Donc, salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'investissement, d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle ou en présentiel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu as investi dans l'immobilier et tu n'as pas pensé à l'aspect fiscal, tu peux également me contacter, je vais te dresser une stratégie qui va te permettre de réduire ta charge fiscale. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter, je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, d'augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances et tu ne connais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter, je vais te dresser également une stratégie qui va te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux et je vais m'asseoir avec eux pour leur proposer quelques pistes d'orientation qui vont leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'investissement immobilier. Voilà, il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, voilà, après leurs études, ils ont eu un boulot fixe, ils ont la solvabilité qu'il faut et puis directement ils se lancent dans l'achat de leur résidence principale. Ce que je vais dire aujourd'hui va un peu choquer certaines personnes, surtout ceux qui ont déjà acheté leur résidence principale sans réserve, sans autres investissements en parallèle. Vraiment, je suis désolé de choquer dans cette vidéo, vous allez m'excuser, mais je vais m'appuyer sur des éléments et avant ça, j'ai vraiment de boire un peu d'eau parce que j'ai besoin d'oxygène. Parce que ce que je vais dire sera un peu, voilà, c'est objectif et j'ai besoin d'oxygène. L'eau contient des atomes, des molécules d'hydrogène et les molécules d'oxygène. Donc, quand je bois de l'eau, je bois en fait de manière indirecte, je consomme de l'oxygène qui me ravitaille un peu le cerveau, quoi. Et voilà, donc vous allez m'excuser. Voilà. Ok, toi également, tu peux boire un peu d'eau et assieds-toi convenablement. Et je précise encore, vraiment, je serais ravi de te lire en commentaire. Et si tu as un autre avis, si tu trouves des éléments ou alors si tu trouves quelque chose dans mes propos qui ne tient pas, ou alors si tu es contre un de mes arguments, tu peux t'exprimer dans les commentaires. Je suis ouvert pour une discussion saine dans le respect. Donc voilà, comme je disais tantôt, je vais n'est-ce pas, je vais parler de la résidence principale. Ce que tu dois savoir, c'est que la résidence principale n'est pas un investissement, mais c'est plutôt une dépense. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler d'investissement immobilier aujourd'hui. Je vais parler notamment de la résidence principale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la résidence principale est une dépense et non un investissement. Je sais que toi qui as déjà acheté ta résidence principale, ton bien immobilier pour y vivre, voilà, tu vas me regarder comme un extraterrestre, mais je te dis et je dis avec des faits. Et j'ai apporté aujourd'hui quelques arguments qui appuient, n'est-ce pas, qui appuient cette thèse-là. Ta résidence principale est une dépense. Je m'explique. Ce que tu dois savoir, c'est que ta résidence principale ne génère aucun revenu. Ça, c'est clair. On ne discute, on est d'accord là-dessus. Puisque tu achètes le bien pour y vivre. Donc, ça ne te génère aucun revenu. Avec ta résidence principale, tu n'as presque pas d'avantages fiscaux. Ce que tu dois savoir. Lorsque tu achètes un bien immobilier pour mettre en location et tu as un locataire à l'intérieur, tu as les avantages fiscaux comme l'amortissement, ce que tu n'as pas quand tu as la résidence principale. Tu as les avantages fiscaux, par exemple, comme les intérêts que tu payes à la banque, ce que tu n'as pas quand tu as une résidence principale. Quand tu fais une modernisation, le fisc, lorsque tu ne franchis pas une certaine limite, le fisc te rembourse presque la moitié de ce que tu as investi. OK? Or, ce qui n'est pas le cas avec une résidence principale. Le fisc te rembourse rien que ce que tu as dépensé pour les coûts de l'artisan. Et c'est plafonné à 1600 euros, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que si tu as investi 100 000 euros dans le bien, sache que tu n'auras rien, tu n'auras pas grand-chose de l'administration fiscale. Donc, tu n'as presque pas d'avantages fiscaux lorsque tu achètes un bien pour y vivre à l'intérieur. Ça, j'aimerais bien, je voulais d'abord faire le point sur j'aimerais d'abord faire le point sur cet aspect-là. Maintenant, il y a certains qui utilisent l'argument que voilà, à ma retraite, j'aurais tout remboursé mon crédit et voilà, et j'aurais tout remboursé le crédit immobilier et la maison va m'appartenir. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est vrai, pendant 35 ans, tu as remboursé et tu n'as plus de dette à ta retraite. Tu n'as plus de dette, mais la seule chose qui saute de tes dépenses, c'est la mensualité. Or, un bien immobilier, ce n'est pas seulement la mensualité. Il y a beaucoup d'autres dépenses. Donc, c'est faux de dire qu'à ta retraite, voilà, le bien va t'appartenir et puis tu n'as plus de dépenses. C'est faux. Tu as encore des dépenses. Et crois-moi, il y a d'autres dépenses. Même, ces dépenses-là même vont augmenter à cause de l'inflation. Parce que 100 000 euros dans 30 ans, si on considère un taux d'inflation annuel de 3%, 100 000 euros n'a qu'une valeur de 40 000 euros. Donc, à cause de l'inflation, l'argent, 100 000 euros a perdu 60 000 euros de sa valeur. Donc, ça veut dire qu'à cause de l'inflation, les coûts vont augmenter. Donc, tu as les dépenses comme les frais d'entretien du bien. Tu vis dans le bien, tu dois entretenir. Tu as les frais du chauffage comme l'huile. Tu dois payer l'huile peut-être 2 fois par an. Tu as le gaz que tu dois payer également. Tu as l'eau, tu dois continuer à payer l'eau. L'électricité, tu dois payer l'électricité. L'Internet, tu dois payer l'Internet. Le téléphone, tu dois payer le téléphone. La taxe foncière, tu dois payer, que tu payes chaque trimestre. L'assurance, tu dois continuer à payer. Donc, on va faire un calcul simple pour que ce ne soit pas trop abstrait, que ce ne soit pas trop, voilà, comme la musique classique, là où personne ne comprend rien là. On va considérer que voilà, ces frais supplémentaires là s'élèvent à 6 euros le mètre carré par mois. Donc, si ta résidence principale ou alors ton bien immobilier a une superficie de 100 mètres carrés, superficie habitable de 100 mètres carrés, tu multiplies par 6 euros, ça va te faire 600 euros de dépenses par mois. Voilà, pour quelqu'un qui est déjà retraité à 67 ans, bon, on suppose que tu as fini, voilà, ta carrière. Avant d'aller en retraite, ton dernier salaire, c'était peut-être 4 000 euros net. Bon, tu vas te retrouver à peu près à une pension mensuelle de 700 euros. Voilà, et puisque tu as les dépenses pour l'entretien de ton bien et tout ce que j'ai cité tout à l'heure qui s'élève à 600 euros, il va te rester 100 euros pour vivre. Donc, tu comprends avec moi que tu ne pourras pas conserver ce bien. C'est impossible que tu conserves ce bien. Voilà, donc, surtout si tu n'as pas effectué des investissements parallèles qui vont, n'est-ce pas, t'accompagner dans tes derniers jours. Donc, si tu n'as pas investi, si tu n'as pas effectué des investissements en parallèle, tu n'avais que ce bien-là, mettant dans ta tête que le bien dans lequel tu vivais était un investissement, tu es donc dans l'obligation de vendre ce bien. Et dès que tu vends ce bien, tu ne vas pas vivre dehors. Tu dois vivre quelque part. Tu as deux éventualités, tu as deux portes de sortie. Soit tu vas en location ou alors tu achètes un petit appartement T2 qui va te suffire. Ça, c'est les deux alternatives. On va prendre le cas où tu vas en location. Si tu vas en location, tu auras besoin d'à peu près avec le loyer, ce que tu dois manger pour tes petits plaisirs et tout. On va supposer que tu auras besoin peut-être de 2500 euros. Bon, puisque ton rythme, ton niveau de vie doit avoir un peu baissé. 2500 euros.
et tu reçois une pension mensuelle de 700 euros. 700 euros. Tu as 2500 euros, tu as besoin de 2500 euros. Quand il fait la différence entre 2500 euros et 700 euros, il reste 1800 euros. Donc, tu dois combler le déficit de 1800 euros. Donc, tu avais d'abord ta résidence principale que tu as vendue. On va supposer que tu as vendu ça à 300 000 euros. Donc, si tu as besoin de 1800 euros, si tu divises 300 000 euros par 1800 euros, tu auras besoin d'à peu près... tu vas utiliser ces 300 000 euros pendant 14 ans. Donc, après 14 ans, tu n'as ni maison, ni tu n'as plus rien. Après, pendant 14 ans, tu vas vivre normalement jusqu'à 81 ans. Et après, tu n'auras que 700 euros pour vivre avec. Tu vas donc vivre où? Puisque 700 euros va payer quel loyer? Aucun loyer. Donc, tu tombes en faillite. Donc, si tu vas vivre jusqu'à plus de 81 ans, tu seras clochard. C'est ce que ça signifie. Tout simplement parce que tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas été sage. Ça, c'est le cas où... Et ça, c'est le cas où tu as pris un bien en location. Et voilà, si tu as envie de... Si tu vis à plus de 81 ans, c'est que si tu vas mourir à 85 ans, et que tu as 4 ans où tu vas dormir dans la rue, parce qu'avec 700 euros, tu ne pourras pas joindre les deux bouts. Bon, et ce que je dois aussi mentionner, c'est que j'ai fait un calcul en tenant compte de 2500 euros par mois. Ça veut dire que tu ne peux pas t'offrir un voyage de luxe. Tu ne peux pas t'offrir les vacances à la Côte d'Azur parce que ça coûte cher. Et avec 2500 euros par mois, c'est pour vivre nettement, moyennement. Tu ne peux pas te permettre un certain luxe. Il y a certains repas que tu ne peux plus te permettre. Les restaurants où tu partais une fois par semaine, chaque vendredi et tout ça, tu ne peux plus te permettre ce genre de vie parce que 2500 euros ne suffira pas. Donc, j'ai pris un 2500 euros, vraiment, c'est une dépense moyenne. Donc, tu ne pourras pas t'offrir des voyages de rêve. Donc, après 81 ans, tu seras considéré comme un clochard si on considère ce cas de figure. Voilà. Maintenant, on va prendre le cas où tu achètes plutôt un petit appartement, disons un petit appartement T2, disons même de 50-60 mètres carrés à 150 000 euros. Voilà. Donc, tu avais vendu le bien à 300 000 euros, tu achètes plutôt un petit appartement à 150 000 euros, ça veut dire que tu as un reste de 150 000 euros. Tu as toujours besoin d'à peu près 2500 euros parce que tu dois entretenir le bien que tu vas acheter. Tu auras besoin de 2500 euros pour vivre par mois parce que tu as encore les frais d'entretien du bien. Puisque tu achètes un petit appartement qui doit être entretenu, tu as les frais de chauffage, tu as les frais de chauffage et tout le reste. Tu as l'eau que tu dois payer, tu as l'électricité, tu as l'internet, tu as le téléphone et en plus tu as la taxe foncière que tu dois payer et l'assurance. Tu dois payer tout ça et voilà, donc tu auras besoin d'à peu près 2500 euros par mois tu auras besoin de 2500 euros par mois pour tes dépenses. Tu as acheté tu as vendu le bien à 300 000 euros, tu as acheté un appartement à 150 000 euros, ça veut dire qu'il te reste 150 000 euros. Les 150 000 euros là qui restent, si tu as besoin de 1800 euros, tu as besoin de 7 ans. Donc après 7 ans, les 150 000 euros sont épuisés. Donc qu'est-ce qui se passe donc? Tu as l'appartement certes, mais les 7 ans sont épuisés. Tu es donc obligé de vendre ce deuxième bien que tu as acheté pour vivre à l'intérieur. Donc, tu es obligé de revendre et le cycle recommence. Et si tu as la malchance que ta résidence principale est située dans une zone enclavée et voilà, et que tu veux vouloir vendre ça dans une période où, n'est-ce pas, où les prix de l'immobilier ont baissé, donc la probabilité que tu essuies une perte est également élevée. Donc, il faut tenir compte de ça. Et ce que tu ne dois pas oublier, c'est que si tu achètes le bien immobilier aujourd'hui, ta résidence principale aujourd'hui, et que tu vas rembourser peut-être sur 30 ou sur 35 ans, comme c'est le cas standard, le cas classique, si pendant cette période-là, tu as les difficultés à rembourser, peut-être tu perds ton boulot, ou bien tu tombes malade pendant longtemps, ou tu fais un accident et tout, que tu ne peux plus rembourser, tu es un homme mort. Premièrement, si tu ne peux plus payer la mensualité, la banque a le droit de mettre ce bien immobilier dans la vente aux enchères. Donc, s'il arrive, par exemple, que le bien immobilier avait coûté 100 000 euros et que la banque décide, tu as peut-être remboursé, disons, 100 000 euros pour une résidence principale, c'est quand même peu, disons 200 000 euros pour une résidence principale ou 300 000 euros même, tout ce que la banque fait à la vente aux enchères, si la banque a trop bien négocié, la banque va récupérer peut-être 70%. 70% de 300 000 euros, c'est 210 000 euros. La banque a récupéré ces 210 000 euros, il reste 90 000 euros. Pendant toute une bonne période, que tu as remboursé la dette pendant une période, supposons que tu as remboursé peut-être 50 000 euros pendant toute cette période-là et que tu as encore une dette restante de 40 000 euros.
Tu n'as plus le bien, tu n'as plus de résidence principale, la banque a vendu, a récupéré ses 210 000 euros et tu avais déjà remboursé 50 000 euros, ça fait 260 000 euros, ça veut dire qu'il y a encore 40 000 euros restants que tu dois rembourser, ça veut dire que tu n'as plus de bien immobilier, tu n'as plus de résidence principale, mais tu as encore une dette de 50 000 euros, de 40 000 euros, tu ne peux plus travailler parce que tu ne peux plus payer la mensualité parce que tu ne peux plus travailler. Tu te vois donc dans une situation où tu es clochard, mais malgré ta clochardise, je ne sais pas si c'est l'expression, ça existe, mais malgré le fait que tu sois clochard, tu as quand même une dette de 40 000 euros. Donc, je tenais à mentionner aussi ça. Donc, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que si tu ne peux pas payer la mensualité à la banque, si tu ne peux pas payer ta mensualité, tu vas te retrouver clochard. Ou alors, tu décides de vendre toi-même à temps. Quand tu constates déjà que tu as les difficultés, tu cherches à vendre ça très vite pour ne pas tomber dans la situation où tu n'arrives plus à payer la mensualité. Tu vends ton bien. Si tu avais quand même une petite réserve, tu peux d'abord continuer à payer la mensualité, mais en cherchant à vendre ton bien. Là, tu vends le bien, tu rembourses la dette de la banque. Et puis, s'il y a un petit reste, tu continues à joindre les deux bouts avec. Donc, c'est un peu ça. Donc voilà à peu près quelques éléments voilà, qui me font dire que en fait ta résidence principale n'est pas un investissement mais une dépense. De la même façon, quelqu'un qui achète une résidence principale à 1 million d'euros n'est pas différent de quelqu'un qui achète une Lamborghini de 1 million d'euros. Parce que la différence, tu vas me dire que oui, mais la Lamborghini peut faire l'accident. Le seul problème, la différence, c'est que lui aussi peut acheter sa Lamborghini, il utilise ça, il ne se déplace pas n'importe comment et il prend soin de ça. Parce que je vais aussi te dire que oui, pour le bien immobilier, il peut avoir incendie. Je peux aussi aller dans cette base-là. Lui aussi te fait comprendre. Il y a des gens qui ont des voitures qui ont fait 20 ans. Mon papa avait une Toyota TSL qui a fait il a acheté cette Toyota en 2000 et il s'est séparé de cette Toyota en 2020. Un truc comme ça. Il a fait 20 ans avec. Donc je vais dire quoi? Je vais dire... quelqu'un peut aussi dire ça, que voilà, il est prêt à entretenir sa voiture pendant 30 ans. Donc voilà, tout dépend de comment tu gères ta voiture et tout, et puis après il revend. Donc c'est la même chose. Donc acheter un bien pour vivre dedans, c'est comme si acheter aussi une voiture. Donc c'est une dépense. Donc si je voulais également préciser ça. Maintenant, quel est mon conseil? Voici ce que je conseille. Toi, tu es un jeune, tu as fini tes études, ta formation, tu as un salaire fixe, tu as déjà la solvabilité qu'il faut. Achète-toi 1, 2, 3, 4, 5 appartements que tu mets en location en étant locataire. Je ne suis pas en train de te parler ce que j'ai entendu, bien j'ai lu quelque part. Je ne sais pas ce que moi-même j'ai fait. J'ai été locataire longtemps, j'ai été bailleur longtemps avant, étant locataire avant de me décider d'acheter ma résidence principale. Donc c'est très important, puisque tu utilises ces appartements-là comme réserve. Pendant que tu achètes les appartements, tu mets en location, les locataires t'aident à rembourser les dettes que tu as prises, n'est-ce pas, pour ces biens-là. Même s'il faut que chaque mois tu injectes un certain montant dans ces investissements pour que ça fonctionne, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Oui, mais pourvu que les investissements fonctionnent, tu profites des avantages fiscaux, tu profites de l'inflation qui rase ta dette carrément. L'inflation, à cause de l'inflation, tu augmentes le loyer. À cause de l'inflation, ton bien immobilier prend en valeur. Donc, tu profites de l'inflation, tu profites de l'augmentation de la valeur de ton bien, tu profites de l'effet de levier parce que tu utilises un petit montant pour les frais supplémentaires pour l'acquisition et la banque finance le bien. Et du coup, tu profites de l'effet de levier et en utilisant les capitaux étrangers, les capitaux de la banque. Donc, après ces 5 appartements, tu as vu comment ça se passe, ça fonctionne bien, ça fait des revenus. Si tu fais même des bons achats, tu peux même avoir un cash flow avec que ces revenus-là te permettent même non seulement de couvrir toutes tes dépenses, voilà, les dépenses de l'entretien des appartements, mais il y a même un reste qui va même venir encore diminuer le montant de ton loyer. Je parle de ce que j'ai fait. Donc, après, maintenant, tu as un peu d'espace ou alors tu as un peu d'espace dans ton compte de gestion où tu peux épargner de manière un peu plus considérable pour acheter ton bien immobilier et ta résidence principale. Je conseille aussi, quand tu vas acheter ta résidence principale, tu dois avoir quand même un bon apport personnel parce que c'est un bien que tu achètes pour vivre à l'intérieur. Si tu as la possibilité de prendre le minimum possible de dette, il faut le faire. Donc, et avec ça, lorsque tu as 5 appartements en location, tu es solvable auprès de la banque, surtout si les revenus de ces biens tes revenus locatifs couvrent une bonne partie de la mensualité. Donc, si je prends un exemple simple, si la somme, par exemple, de tes revenus locatifs sont de 2 000 euros et que tu as une mensualité, peut-être, la somme de tes mensualités s'élève peut-être à 2 300, 2 400 euros. Oui, pour la banque, tu as une bonne solvabilité parce que quand même, le montant de ta mensualité, voilà, le montant de ta mensualité, les montants de tes revenus locatifs, n'est-ce pas, couvrent une bonne partie de ta mensualité. Et en plus de ça, la banque considère
75 à 80% de tes revenus locatifs comme un deuxième salaire. Ça veut dire que si tu as 5 appartements, dans chaque appartement, pour chaque appartement, tu reçois un loyer et la banque considère 75 à 80% de ce loyer comme un deuxième salaire. Avec que tu as d'abord ton salaire en tant qu'employé et puis tu as 5 appartements qui sont en location, ça veut dire que tu as en tout 6 sources de revenus, tu as en tout 6 salaires. Donc la banque te considère comme 6 salaires. Si tu veux considérer aussi le salaire de madame, ça va faire 7 salaires plus le salaire des enfants. Si tu as 2, 3 enfants, ça fait encore 3 salaires. Donc, ça va faire en tout 10 salaires que tu as. Donc, tu as en tout 10 sources de revenus. Donc, en fait, c'est comme ça que la banque voit. La banque te voit donc comme quelqu'un de solvable à qui elle peut emprunter de l'argent. Ça, c'est parce que tu as investi dans l'immobilier. Donc, ces biens locatifs vont te permettre, vont constituer une réserve pour toi. Parce que, voilà. Pourquoi j'ai dit que ces biens locatifs vont constituer une réserve pour toi? Premièrement, si tu as les difficultés, par exemple, à payer la mensualité de ta résidence principale, tu peux tout simplement vendre un bien locatif et puis le bénéfice se dégage. Voilà, tu vends, tu rembourses la dette de la banque et il y aura un reste. Et le reste là, le bénéfice là maintenant, tu peux combler tes difficultés avec. Oui, si tu constates que tu as les difficultés, tu peux vendre un bien, tu utilises ce bien-là, le bénéfice là-bas pour combler, voilà, pour fermer ce déficit-là. Donc, c'est ça. Et deuxièmement, après ta retraite, tu vois, après ta retraite, les locataires ont tout remboursé les dettes. C'est-à-dire que tu as pris les dettes pour acheter les biens immobiliers que tu as mis en location. Et pendant ce temps, pendant les 30 ans jusqu'à ta retraite, les locataires remboursent ta dette. Et après qu'ils aient remboursé, tu n'as plus de crédit, tu n'as plus de dette. Mais les locataires sont toujours dedans, dans tes biens immobiliers. Ils continuent à payer le loyer. Et les loyers ont tellement augmenté à cause de... Tu augmentes les loyers chaque 3 ans à cause de l'inflation. Et ils vont continuer à payer tes loyers jusqu'à ce que tu meurs. Donc, même si tu n'as plus de pension, des 700 € de pension de retraite, et que tes 5 biens immobiliers, si chaque bien seulement te donne 400 € fois 5, tu es à 2000 €. C'est déjà largement suffisant pour combler ce déficit à la retraite. Donc, voilà un peu en quelques mots pourquoi est-ce que tu ne devrais pas te précipiter pour acheter ta résidence principale. Prends le temps, achète d'abord quelques biens immobiliers, tu mets en location, tu maîtrises comment ça se passe et tout. Voilà, tu manages bien tes biens et puis tu te constitues une bonne épargne et puis tu achètes ta résidence principale. Là, tu sais que même si à un moment donné, tu constates des difficultés, tu vends un bien pour combler ce vide-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire par rapport à cette thèse selon laquelle ta résidence principale n'est pas un investissement, mais c'est plutôt une dépense. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, ou alors si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.